Pascal. Bonjour à tous. Donc, on va replonger peut-être un petit peu dans le tourisme. On va délaisser la nature récente, ancienne, même si elle reste très proche, parce qu'évidemment, ça va rester un attrait touristique important. On l'a vu plus ou moins à travers les présentations jusqu'à maintenant, mais le tourisme à Anticosti est une histoire quand même assez ancienne. Tout à l'heure, Alain Grenier disait qu'on est tous un peu des touristes quand on va faire la recherche en Anticosti, mais il y en avait déjà avant nous. Historiquement, ça a été surtout la chasse et la pêche. Mais on voit que depuis 20 ans maintenant, cette croissance du tourisme et cette diversification du tourisme va se faire en parallèle à différentes actions qui ont été posées. Et là, je m'en veux un peu, je suis allée vite dans ma présentation, mais je vais revenir parce que ma présentation, je voulais remercier Cathy Gagnon pour le partage d'idées passées, présents et futurs. Donc, merci Cathy qui, même si je suis l'entière responsable de ce que je vais dire, a beaucoup contribué à mes réflexions. Donc, je reviens où j'en étais. Donc, on a vu différentes actions qui ont été posées pour protéger de plus en plus, entre autres, cet environnement-là, différentes actions qui ont été posées aussi par la communauté d'Anticosti, avec le forum, avec les stratégies touristiques qu'elle va mettre en place, mais aussi avec l'inscription en 2017 sur la liste indicative des sites du patrimoine du Canada. Ce sont toutes des actions qui ont contribué, qui ont structuré et qui ont amené le tourisme à ce qu'il est aujourd'hui, mais surtout à ce qu'on peut faire un peu de prospective et s'imaginer à ce qu'il va devenir dans les années à venir. Donc, toutes ces actions-là ont résulté, comme je vous le disais rapidement, dans la stratégie de tourisme de la municipalité de l'île d'Anticosti en 2020, avec la mise de l'avant que la stratégie touristique devait respecter les orientations du patrimoine mondial de l'UNESCO, assurer la protection des paysages à capacité écologique, mais également la qualité de vie des résidents et l'expérience des visiteurs. Donc, c'est à partir de ces prémices-là que le tourisme des prochaines années doit être réfléchi et mis en place. Évidemment, comme je vous le disais, bon, ça fait 20 ans au moins que l'on voit des transformations plus ou moins importantes dans le cas de la fréquentation touristique et qui est en partie liée aux actions qui ont été posées par les anticostiens, anticostiennes et par la protection de cet environnement-là, mais qui s'inscrit aussi dans des tendances touristiques beaucoup plus larges, que sont la croissance et la diversification des activités de plein air, on le voit, il y a toutes sortes d'activités qui se mettent en place. Les individus en sont de plus en plus férus pour un ensemble de raisons, notamment l'intérêt grandissant envers la protection de l'environnement, le développement durable de façon générale. Même si ça n'en fait pas nécessairement des vrais écotouristes ou du vrai développement durable, pour reprendre la réflexion d'Alain. Un intérêt aussi pour la Côte-Nord, qui a vu sa fréquentation aussi augmenter depuis les 10 dernières années. C'est moins un bout du monde qu'on l'imaginait pour les Québécois qui habitent plutôt au sud et même jusqu'à Québec, du Québec. L'intérêt médiatique aussi qu'a favorisé l'inscription de l'île sur la liste indicative, avec un petit peu de confusion pour certains, pensant que l'inscription sur la liste indicative était l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. Donc, il y a des étapes supplémentaires, mais ça a quand même eu l'intérêt de susciter l'intérêt, justement. Une croissance ces dernières années aussi pour le tourisme estival sur Anticosti. Donc, oui, la chasse demeure un élément d'attractivité majeur pour Anticosti, mais tranquillement, on a vu se mettre en place des pistes de randonnée pédestre, mais aussi un tourisme de contemplation. Et évidemment, avec l'accélérateur de particules qu'a été la COVID, avec la recherche par les Québécois qui étaient confinés dans l'espace québécois, il y a quand même pire pour être confiné, à la recherche d'espaces naturels parce qu'on ne voulait plus être en ville, parce qu'on cherchait des endroits où on allait pouvoir respirer en toute sécurité. Mais on cherchait aussi des espaces qui représentaient l'exotisme que l'on a l'impression de retrouver quand on va ailleurs. Et cet ailleurs-là, évidemment,
peut être en dehors de nos frontières, mais peut être aussi chez soi. Donc, cet exotisme chez soi, où allions-nous le trouver? Et Anticosti, avec tout l'imaginaire touristique, mais aussi historique qu'il génère ou qu'on lui attribue, était un bel endroit finalement pour rêver à propos d'un espace, d'un exotisme chez soi, de découvrir quelque chose de tout à fait nouveau, de merveilleux, d'intouché, un espace qu'on imaginait comme une espèce de bout du monde, totalement vierge, sans personne, mais aussi un espace grandiose et un espace d'exceptionnalité. Donc, c'est un ensemble de facteurs qui ont généré l'attraction, une demande grandissante, même si on en a déjà parlé, la dimension de capacité d'accueil sur l'île d'Anticosti peut être limitée. On a vu plusieurs articles qui indiquaient là, l'intérêt des visiteurs pour se rendre jusqu'à l'île, notamment durant la COVID. Ça nous amène aussi à réfléchir, en fait, c'était la proposition que je voulais faire pour cette présentation-ci, sur les liens entre le patrimoine mondial et le tourisme. Et bien entendu, et on l'a vu avec différentes présentations, l'inscription sur la liste du patrimoine mondial, c'est surtout pour de la protection, pour de la mise en valeur, pour de la recherche, pour l'éducation. C'est ce qui est affirmé d'emblée et c'est la mission principale que s'était donnée, évidemment, le Comité du patrimoine mondial lorsque ça a été mis sur pied il y a maintenant un peu plus de 50 ans. Mais c'est aussi autre chose parce que cette certification, quand elle est mise en place, elle est récupérée ou transformée par les communautés qui décident de poser la candidature d'un de leurs sites pour cette reconnaissance internationale. Donc, il y a d'autres aspects, il y a d'autres valeurs qui sont associées à la mise en candidature d'un site sur ce site-là et dont il ne faut pas faire abstraction. Il y a bien entendu l'idée que d'obtenir cette inscription comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO est une façon d'assurer un développement social et économique par la mise en valeur que l'on va pouvoir en faire. Et à ce sens-là, on peut comparer l'inscription comme site du patrimoine mondial à une forme de label, de territoire, et c'est ce qui va être fait de façon importante, cette utilisation du mot, du terme, du label de patrimoine mondial à des fins touristiques. On a vu depuis surtout les années 1990, donc une trentaine d'années après la mise en place de la liste du patrimoine mondial, les destinations mobiliser de plus en plus ce label-là pour faire sa promotion touristique. Donc, l'idée, c'était de profiter de la reconnaissance internationale qui est faite, donc aussi d'une valeur d'exceptionnalité reconnue par les experts, reconnue à l'international pour mettre de l'avant, notamment sur l'échiquier touristique international, une destination. Donc, ça nous donnait une caractéristique de distinction. Ça garantissait aussi que notre site vaut le déplacement et ça va aussi générer des attentes conséquentes pour les visiteurs qui vont y aller. Évidemment, les études qu'on a menées aussi sur cette utilisation du label à des fins commerciales et à des fins de promotion touristique, on se rend compte que souvent les sites vont en faire une promotion importante les premières années qui va s'atténuer par la suite quand l'effet de nouveauté va se transformer. On a vu aussi une forme de dévoiement et dans certains cas, l'arrivée de ce qu'on a appelé le surtourisme ou de saturation touristique sur certains sites qui, tout à coup, devenaient l'objet d'un trop grand intérêt de la part des touristes internationaux, qui, dans certains cas, a amené une perte de crédibilité ou même une concurrence importante entre les sites pour obtenir ce prix-là et être reconnu comme tel. Et depuis 2-3 ans, on se rend compte que peut-être que justement ce titre-là a été dévoyé et on se préoccupe beaucoup plus des communautés à se dire que ce titre-là doit revenir aussi à la responsabilité des communautés. En parallèle à ça, à ce retour aux communautés, on l'a vu pour des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO, mais pas que, aussi dans d'autres territoires, et on a commencé à réfléchir à cette importance de prendre soin de ces sites-là, à la protection qui est associée au fait de prendre soin, mais aussi de prendre soin de ceux qui prennent soin, c'est-à-dire la communauté locale qui
s'occupe de ce lieu-là et qui est aussi le médiateur entre les visiteurs qui viennent et le site lui-même. Il y a un terme qui est difficilement traduisible, mais qu'on retrouve un peu dans la littérature à ce sens-là, c'est les gateway communities. Donc, ces communautés qui sont des communautés à la frontière de sites très importants au niveau touristique et même au niveau de sites protégés, donc qui présentent là, des aménités particulières parce que ce sont de très beaux sites, ce sont des sites reconnus justement pour leurs valeurs esthétiques ou des particularités qui vont attirer les touristes. Et ces communautés d'accueil ou de frontières entre le monde, entre guillemets, normal ou régulier et ces espaces protégés avec une aura exceptionnelle vont se retrouver. En fait, c'est souvent des petites communautés, c'est souvent des communautés rurales, mais qui se retrouvent avec des problèmes de grandes villes, c'est-à-dire des problèmes de manque de logement, des problèmes de manque de main-d'œuvre, des problèmes de ce qu'on va appeler du fardeau invisible, c'est-à-dire que les touristes entrants génèrent des dépenses, c'est-à-dire qu'il faut ramasser les poubelles, il faut avoir des toilettes partout, il faut faire la signalisation, il faut avoir des services et parfois c'est la communauté qui doit payer pour assurer ces services-là. Et dans certains cas, les touristes ne dépensent pas beaucoup dans la communauté et là, ça génère ce fardeau invisible. Et plusieurs de ces communautés se retrouvent coincées entre le fait de grandir et de parfois grandir beaucoup trop vite ou tout bonnement de disparaître parce que l'attention pourrait être ailleurs. Donc, ça nous amène à réfléchir à la fragilité de ces communautés-là et à la nécessité de prendre soin, oui, de la protection de l'environnement, mais également de la protection et du prendre soin de ces communautés-là. Et si le tourisme est de plus en plus critiqué, ce n'est pas non plus une fatalité que ça tourne mal. On l'a vu, on l'étudie beaucoup, on est beaucoup plus sensibilisé à ces impacts négatifs qu'entraîne le tourisme. Et dans certains cas, un inconvénient peut devenir un avantage, ou comme on dit, on a la qualité de ses défauts. Et dans le cas d'Anticosti, peut-être que finalement, les défis rattachés à l'accessibilité pour en faire vraiment une destination touristique peut être finalement sa meilleure façon de se protéger d'un développement beaucoup trop rapide, parce qu'en effet, on peut penser qu'avec toute la promotion qui sera faite autour de l'obtention de l'inscription, comme c'est du patrimoine mondial, ça peut générer une attente qui va être très, très forte. Et ça va dépendre aussi énormément des effets négatifs du profil de la communauté, à savoir si surtout elle va être capable de bénéficier des retombées, si elle va y avoir accès d'une part. Ça amène aussi toute une importance sur la patrimonialisation et la valeur qu'on va attribuer au territoire. Et on sait que ces valeurs qui sont attribuées au territoire peuvent être extrêmement différentes. Et là aussi, c'est à la communauté de réfléchir qu'est-ce qu'elle veut faire de ces espaces absolument exceptionnels pour toutes sortes de titres. Et je pense que le colloque d'aujourd'hui nous présente bien là, à quel point les valeurs et les points de vue sur ce territoire exceptionnel peuvent être différents. Et donc, finalement, c'est de réfléchir à cette communauté, comme je vous le disais tout à l'heure, comme une médiatrice du territoire, comment elle peut témoigner de l'exceptionnalité de ce territoire-là, mais inventer aussi un nouveau rapport à ce territoire-là pour qu'elle puisse réellement en bénéficier et qu'elle puisse continuer à grandir avec cette reconnaissance. J'ai essayé de rentrer dans mon 15 minutes.